Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au rate limiting en Laravel. Donc rate limiting, c'est un truc assez récent, je crois. Je ne sais pas dans quelle version vraiment c'est apparu, mais c'est pas si vieux que ça. Et en fait, ça permet de limiter les actions d'un utilisateur sur une route ou à un endroit spécifique de l'application pour éviter qu'il spamme cet endroit, par exemple un formulaire de contact ou c'est pas une création de quelque chose. Voilà. Donc on peut le rate limiting, donc on peut faire que 10 fois cette opération en, je sais pas, en 1 minute ou en 60 secondes. Enfin bref, on peut configurer assez bien ce truc-là. Donc il y a une base qui est le rate limiting ici, qui est la page là, et puis on a aussi un middleware qu'on regardera. Je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes, parce qu'il y a peut-être moins de choses à dire, mais je trouve que c'est un composant intéressant, donc on va voir comment c'est fait. Donc ça fonctionne avec le cache, le système de cache de Laravel. Donc en gros on va sauvegarder quelque chose dans le cache pour dire cette personne a fait cette opération à ce moment-là, ou a fait par exemple 3 fois cette opération à ce moment-là. Et ensuite, du coup, on va pouvoir vérifier est-ce que la personne est bien dans les clous quand elle veut refaire une nouvelle fois cette opération. Donc la fonction de base, c'est la fonction attempt. On lui passe une clé, donc on peut configurer comme on veut. Donc par exemple, si on met le user ID, ce sera cette personne-là qui sera limitée. Si on met pas le user ID, ce sera une limitation globale à toute l'application. Là, le per minute, je ne sais pas trop, attempt per minute égale 5. Donc ça veut dire qu'on peut faire 5 fois en 60 secondes. On peut faire que 5 fois par 60 secondes, voilà. Et on exécute la fonction ci-dessous, si la personne a le droit de le faire. Et à la fin, on peut vérifier est-ce que ça a été exécuté pour envoyer un message d'erreur si on a trop spammé. Donc ce qu'on va regarder, c'est tout de suite cette façade rate limiter. Donc là, on a la façade et on a l'objet. Alors on peut regarder, là c'est la façade. La façade, on voit que l'objet qui est derrière, c'est eliminate cache rate limiter. On le voit ici également. Donc on peut cliquer dessus et aller directement sur l'objet en question. Donc on peut aller sur la fonction attempt, qui est la fonction qu'on a vue. Donc on a une key, max attempt, une closure et un decay seconde qui est 60. Donc 60, ça veut dire 60 secondes. C'est pendant 60 secondes qu'on n'a pas le droit d'excéder ces max attempt. Du coup, première chose, on vérifie s'il y a trop d'attempt. S'il y a trop d'attempt, on return false et du coup, on ne fait rien. Okay. Sinon, on exécute la callback. Si le résultat de la callback est nul, dans ce cas-là, result égale true. Sinon, la callback peut sans doute nous renvoyer true ou false en fonction de savoir si elle a été exécutée ou pas, je pense. C'est quelque chose comme ça. Ou alors, result et à la fin, en return result. Ok, je vois pas trop. La callback, elle renvoie quelque chose. La callback renvoie quelque chose. Si la renvoie nul, on renvoie true. Et là, on regardait dans la documentation. Il disait ce qui était retourné par là, c'était executed. Donc, est-ce que ça a été exécuté? Donc là, on voit que si la callback renvoie nul, on renvoie true. Par contre, si la callback, par exemple, renvoie false, ça veut dire que ça n'a pas été exécuté. Ce qui est bizarre. Je ne vois pas pourquoi la callback aurait son mot à dire sur est-ce que ça a été exécuté ou pas. Si la callback renvoie quelque chose, c'est qu'elle a été exécutée. Donc, je ne vois pas trop pourquoi on donne la main sur le résultat à la callback. Je pense que c'est surtout pour que si la callback renvoie quelque chose, par exemple un objet, on puisse le récupérer à la sortie d'attempt. Donc, par exemple, si la callback ici va nous renvoyer un user ou n'importe quoi, ben là ça va contenir le $user. Je pense que c'est plus pour ça, mais je trouve ça un peu bizarre que la callback puisse renvoyer false et que du coup on dise que que result est quand même égal à true. Ça me paraît un peu bizarre par contre. Enfin, justement, si la callback retourne false, dans ce cas-là, result contient un peu 2 fois de choses. Est-ce que ça a été exécuté et est-ce que ça n'a pas été exécuté et le résultat de la callback en plus. Donc il y a deux résultats, il y a 2 returns à cette fonction qui sont pour moi très différents. Donc voilà, donc ça me paraît un peu bizarre, même si je comprends le fait qu'on veuille souvent récupérer le résultat de la callback dans le parent, donc dans le compte de notre contrôleur par exemple. Ici on veut récupérer le résultat de la callback, c'est assez courant de vouloir faire ça, mais je trouve qu'on a un petit mélange des deux. Peut-être qu'on devrait avoir un autre système pour savoir si c'est exécuté ou pas. Ensuite, là on fait un tap result. Alors ça, la même chose. La fonction tap, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre ce paramètre, le premier paramètre, elle va le passer à la fonction suivante et elle va retourner le premier paramètre. Je trouve que là c'est complètement bidon d'utiliser tap. En plus on n'utilise même pas result dans la fonction, parce que normalement l'avantage c'est qu'ici on peut récupérer le $result et l'utiliser en derrière. Donc là je trouve que c'est vraiment, ça c'est typiquement un truc où je trouve que Laravel des fois fait des choses un peu mal, parce qu'en fait ça c'est équivalent à faire ça return result. Donc je ne sais pas pour vous lequel est le plus lisible entre cette version là ou cette version là, mais je ne comprends absolument pas. Alors à moins que je loupe quelque chose, je ne comprends absolument pas pourquoi on utilise la fonction tap à ce moment là. Je pense que c'est beaucoup plus lisible de faire ça. On hit la key, donc ça veut dire qu'on va incrémenter, en gros même on pourrait renommer ça en increment attempt, et ensuite on return le result. La fonction tap ici je trouve un peu overkill, je trouve que même moins bien que ce qui pourrait être.
Ok, donc maintenant on va regarder un petit peu les autres fonctions, on va regarder le too many attempts. Donc ça va vérifier est-ce qu'on est au-dessus déjà des demandes. Donc on va récupérer les attempts pour cette clé-là, donc combien on a d'attempts. Si c'est supérieur au max attempt, dans ce cas-là, on va regarder est-ce qu'on a un timer. Donc on va regarder si on a un timer. Si on a un timer, on return true. C'est-à-dire qu'on a trop d'attempts. Sinon, on reset les attempts. Alors si on a un timer, en fait le timer c'est ce qui va expirer lorsque, en gros, si on a mis, le timer c'était 60 secondes là qu'on avait vu tout à l'heure. Donc si on va créer un timer pendant 60 secondes et le cache va automatiquement enlever ce timer au bout de 60 secondes. Donc là on demande au cache est-ce que tu as toujours le timer. Donc ça veut dire que par exemple si on a fait 5 attempts mais que ça fait plus de 60 secondes, dans ce cas-là on n'a plus de soucis à se faire, on n'a pas de problème. Par contre si on a encore le timer de 60 secondes, ça veut dire qu'il n'a pas encore expiré. Donc ça veut dire que qu'on va retourner true, dire qu'on a trop d'attempts. Ensuite on reset les attempts. Comment on fait? On clean rate limiter key. Ok, et on forgot la key. Ok, donc on oublie la key si on reset les attempts. Ok. Et enfin on return false du coup si si le timer est bon. Du coup là on return true. Il y a un cas qui est prêté. Lequel cas n'est pas traité là du coup? Parce qu'on a if, on a un return ici. Par contre ici on n'a pas de return. Donc on va fallback sur le return false. Donc là c'est si on a trop d'attempts. Donc si on n'a pas trop d'attempts, on return false. Ça me paraît logique. D'ailleurs dans ces cas là moi je l'aurais plutôt écrit dans l'inverse. J'aurais écrit ça, comme ça. Si c'est inférieur au max attempt, on return false. Alors c'est peut-être un peu plus long à écrire comme ça. Enfin, c'est pas inférieur, c'est inférieur tout court. Donc si c'est inférieur, là on va return false. Et ensuite, du coup, on sait que déjà on est à supérieur d'attempt. Et on peut du coup désindenter tout ça. Et si on a un cache de timer, on return true. Sinon, on reset les attempts et on return dans ce cas-là false. Parce que du coup c'est le false qui se retrouve deux fois. Donc là avec ma solution on a deux fois le return false, mais je trouve quand même que peut-être que ça se lit un petit peu mieux. Faut voir. Bon, c'est une question de goût, mais voilà. Ok, donc voilà pour cette petite fonction. Ce qu'on va regarder, on va retourner dans notre attempt. Du coup ici on a too many attempts, c'est ce truc qu'on avait regardé, et ensuite ici on a le hit qui est la fonction on va dire principale. Donc on va hit la clé. Donc le clean rate limiter key, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je pense que c'est juste, voilà, c'est du nettoyage. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, ils virent les Unicode characters parce que ça peut poser peut-être souci. Donc ils remplacent tout ça par rien du tout. Je sais pas trop comment ils font leur compte. Bon, je sais pas trop la pré-replace, mais enfin je sais pas trop la regex qui est affichée, mais c'est pas très grave. Donc en gros on enlève, on nettoie la clé. Faut faire attention ici parce que ça veut dire que si on a des Unicode, je sais pas s'il l'enlève ou s'il les remplace. Il les remplace peut-être par quelque chose. Parce que s'il les enlève, on pourrait avoir des collisions. Genre on a mis un emoji dans une clé, on n'a pas mis l'emoji dans l'autre clé, et pourtant les deux clés se retrouvent à pareil, donc c'est un peu dangereux. Donc je pense qu'ils doivent les remplacer. Alors j'ai un peu pas la tête à me plonger dans cette regex qui a l'air assez... Parce qu'en fait, HTML Entities va remplacer les Unicode par des et avec des points virgule avec des trucs là-dedans. Et là on le remplace, pré-remplace. En gros, il va enlever le et parce qu'il va... Là, le $1 pour moi, c'est le premier groupe. Le premier groupe, c'est celui-là. Ouais, je sais pas trop. Il prend la première lettre. Ça, c'est la première lettre. Ça, c'est les lettres suivantes. Et pour moi, il remplace le et quelque chose. En gros, il va remplacer... Pour moi, il va remplacer ça. Par exemple, un truc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme Unicode comme ça. Il va le remplacer par juste A. Pour moi, c'est ce que fait cette pre-replace. Je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est ça. Ok, donc là, si on revient sur notre hit, donc on nettoie la clé. This cache add. Donc là, on ajoute quelque chose dans le cache, qui est la key $timer qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le timer, donc c'est ce qui va expirer. Au bout d'un certain nombre de secondes. Donc là, quand on ajoute quelque chose dans le cache, on peut lui donner une date d'expiration. Donc la date d'expiration, elle est ici, c'est 10 secondes, donc c'est en nombre de secondes. Donc au bout de 60 secondes, ça va disparaître. Et c'est ça qui nous permet après de vérifier, vu que ça n'existe plus dans le timer, enfin vu que le timer n'existe plus, on peut dire est-ce qu'il existe ou n'existe pas. S'il n'existe plus, on est bon même si on a excédé le nombre d'attentes. Et on stocke dans le cache. Alors ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il expire, parce qu'on pourrait stocker n'importe quoi ici, mais je pense qu'on stocke le nombre de secondes, on stocke le available at, donc on stocke la date du futur pour les fonctions, parce que j'ai vu dans la doc, si on va ici, remaining, non, ça c'est les hits, available in, il y a peut-être des fonctions ici qui demandent de savoir la date, et donc quand on a du cache, c'est plus compliqué de savoir quand est-ce que ça va expirer, je pense, que de juste obtenir la valeur. Donc là, on stocke dans la valeur la date d'expiration, comme ça nous permet de la récupérer facilement. Je pense que c'est juste un peu,
C'est plus pour se simplifier la vie. Ensuite, on va ajouter un 0 dans la key. Donc ça va être le nombre d'attempts. C'est la key, on va l'utiliser pour stocker le nombre d'attempts. Et du coup, on vérifie est-ce qu'on a ajouté ou pas ce 0. Parce que la fonction add, elle ajoute que si ça n'existe pas, je pense. On peut regarder. Ouais, if the key does not exist. Donc la même chose ici, le timer, on l'ajoute que si le timer n'existe pas déjà. S'il existe déjà, eh ben, on va pas expirer le timer. Il y a un concept là-dedans sur que c'est un rolling Windows ou pas. Là, c'est pas un rolling Windows, du coup. Il faut attendre que le timer expire pour pouvoir recommencer à 0. Mais il y a deux systèmes de rate limiting où quand tu refais une opération, ça incrémente le timer aussi. Enfin, il y a des systèmes comme ça qui sont un peu comme en JS, comment on appelle ça? On appelle ça le debounce, ou en JS, il y a le debounce et j'ai pas retrouvé l'autre terme, mais il y en a un où quand on tape les clés, quand on tape beaucoup sur l'input, enfin quand on remplit un input très rapidement, soit on va exécuter périodiquement la fonction, soit on va attendre qu'il y ait un arrêt pendant un certain temps pour exécuter la fonction. Ça me fait penser un peu à ça, ce système-là. Donc bref, là, ici, le timer, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise la clé, quand on fait un hit, on ne va pas réinitialiser le timer ni rien. En fait, le timer, il est présent et il faut attendre qu'il expire pour pouvoir le reset. Donc ici, on ajoute un 0 s'il n'y a pas déjà eu des attempts. Ici, les hits, on incrémente la clé, donc on va se retrouver à 1. Donc normalement, si on n'avait pas d'attempts, on va ajouter un 0 et passer à 1. Si par contre, on avait déjà des attempts, bah, le ajouter 0, ça va rien faire, parce que c'est que si la clé n'existe pas déjà. Et donc par exemple, si on était déjà à 3, on va incrémenter, ça va passer à 4. Le decay seconde, on va mettre le même que pour le timer, parce qu'ils vont expirer au même temps ou à peu près, c'est pas très grave. Et ensuite, là, on vérifie. Alors, c'est un peu compliqué cette condition. Si on n'a pas ajouté et les hits sont 1. Donc, si on n'a pas ajouté le 0, mais que le hits sont 1, c'est que j'imagine que c'est si ça a expiré. Parce que pour que ça soit 1, sans avoir ajouté, il faut que entre ce moment-là et ce moment-là, enfin entre ces deux lignes-là, la clé est expirée. J'ai l'impression que c'est un peu un système pour se prévenir du race condition, ce genre de choses. Parce que cache increment, ça renvoie increment value ou increment cache, ça renvoie l'ancienne valeur ou la nouvelle valeur? Ok, parce que je crois voir ce que ça fait. En gros, si ici entre les deux ça a expiré, donc imaginons qu'on ajoute ici, le cache nous dit ok, la clé existe déjà. Donc on ne fait rien. Par contre, la ligne 123 ici, il n'y a rien ici, mais le cache continue à vivre sa vie. Et là, à ce moment-là, il supprime la clé parce que le decay seconde a expiré. Donc elle existait, mais elle expire à ce moment-là, là où j'ai mis les 3 slash. Ensuite, quand on va faire l'increment, ça va automatiquement mettre un 1 dans la clé, je pense. Dans la majorité des systèmes de cache, en fait, il va voir que la clé n'existe pas et on lui demande d'incrémenter une clé qui n'existe pas. Et donc, logiquement, il va mettre 1 dans cette clé-là parce qu'il incrémente en fait un nul. Et un nul, ça vaut presque 0. Et du coup, il va faire 0, incrémenter 0, ça donne 1. Donc, je pense que ça va créer une clé avec 1 dans cette clé-là. Et le seul problème de ça, c'est que du coup, elle n'a pas l'expiration, cette clé. Cette clé n'a pas d'expiration parce que quand on incrémente, on ne passe pas une incrémentation. Donc, je pense que c'est une clé qui va être noté dans le cache comme infini. Et du coup, ce qu'on fait ici, c'est que si ce cas arrive là, et bah du coup, on se retrouve avec une clé infinie. Alors qu'avant, normalement, si la clé existait déjà et qu'elle avait déjà un decay une seconde et qu'on incrémente cette clé-là, et bah le decay seconde ne va pas changer. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on réécrase cette clé pour lui mettre 1, avec cette fois-ci, par contre, une date d'expiration qui va bien. Donc je pense que le seul truc, c'est quoi? C'est s'il y a une expiration entre les deux, on peut se retrouver avec une clé qui a le truc. Ce que je comprends pas, c'est que je pense qu'il y a quand même des race conditions à ce niveau-là, parce que par exemple, si ici, entre les deux, on a eu une autre requête qui a incrémenté la clé, on va remettre 1, donc on va pouvoir lui faire gagner 1 à ce niveau-là. Je pense entre les deux là, si on refait une autre requête, et bah on peut se retrouver avec des trucs. Mais après, c'est peut-être très rare, et est-ce qu'on s'en fiche que ce soit 5 ou 6 attempts, tant qu'on est bloqué au bout d'un certain temps. Voilà. Ok, et donc là on return le nombre de hits, donc on va retourner 1 ou on va retourner 1, 2, 3 en fonction du nombre de hits qu'on a. Même si je pense pas que ça soit très utilisé. Parce que là si on regarde, tac, si on revient sur la fonction attempt, oui, non on n'utilise pas le retour de la fonction hit, on l'utilise pas. Donc voilà pour cette fonction de rate limiting. Je sais pas si on va aller un petit peu plus loin ou pas. Je pense que on a déjà vu la bonne base. Après le reste, c'est des petites fonctions helper qui permettent de faire les choses. On peut regarder un petit peu le middleware, à quoi il ressemble.
s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder dans le middleware. Donc là, on fait rate limited, c'est le middleware. Make rate limiter, donc on a un limiter qu'on va pouvoir configurer, je pense. Limiter name, ok, on lui donne un nom. Is this limiter name, this limiter name. Ok, this limiter. Donc là, il y a un autre système qui est for limiter string name closure. Limiter name. Ah oui, ok, donc on peut enregistrer des limiters, on peut enregistrer des callbacks en gros dans un tableau et on peut demander cette callback à un tableau. Ok, donc ça c'est pas très compliqué. Hop, rate limited, elle est là. Donc si on n'a pas de limiter pour ce nom-là, on va retourner on va rien faire, on va continuer. D'ailleurs, c'est dans job, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour le HTTP. Il doit y avoir un rate limited pour l'HTTP, j'imagine. Q middleware. Je sais pas s'il y a un pour HTTP, il y en a sans doute un autre. Rate limiter for API. Donc là, c'est le for API, on enregistre la callback et ensuite on va l'utiliser. Donc for global, tac, rate limiter. Ok, et ensuite donc on exécute la callback, limiter response. Ok, si c'est unlimited, on return quelque chose. Donc le limiter, la callback, elle va nous renvoyer les informations, si c'est limit none, limit per minute, by, request, etc. Ok, on retourne next, et ensuite on handle job, qu'est-ce qu'on fait? Tac, 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 job next. Collect, array wrap, limiter response, map, limit, object, key, max attempt, decay minute. Limiter name, limit key, ok, limit max attempt. En gros, la callback nous renvoie l'objet limit qui contient les différentes informations dont on a besoin pour le limiter. Ouais, ici on a les limiters. Ok, handle job et handle job. Il est où la fonction handle job? Tac tac tac, for limit limiter to many attempt. Ok, donc là on utilise un peu les mêmes fonctions que tout à l'heure. Should release. Okay. Et on utilise it aussi, to many attempt et it. Ok, on peut juste regarder la fonction l'objet limit parce que par défaut on envoie là on a unlimited. Donc là on s'en fiche un petit peu. Par contre on a un limit où on peut lui spécifier certaines choses. Donc on peut lui spécifier per minute. Donc là ça nous donne le max attempt. Ok, c'est normal, c'est la per minute au singulier. Per minute au pluriel, on nous donne le nombre de minutes et le max attempt. Donc dans ce cas-là, on fait decay minutes sans paramètre. C'est marrant que ce soit decay minutes, c'est pas decay seconds ici. Parce que vu qu'on utilisait les decay seconds de l'autre côté, ça aurait été peut-être plus logique de garder tout decay seconds de chaque côté. Donc decay hours, là on rajoute 60 fois, ce qui est logique. Decay days, etc. Donc là on rajoute juste des multiplications. None, c'est le unlimited qu'on a vu tout à l'heure. By, c'est la clé. Ok, donc là on avait la clé. La response callback, ok. Et par exemple, by key. Ok, là du coup on passe l'IP, on peut passer l'IP. Je pensais qu'il y avait un système pour passer les IP directement, dire by IP et avoir une sorte de raccourci. Mais en fait non, il passe juste l'IP ici. Ok, donc là c'est le nombre de requêtes pour cet utilisateur là, pour cette route là. Ok. Du coup par contre il faut faire attention parce que du coup la clé est commune. Donc si plus tard on utilise un autre rate limiter avec juste la clé l'IP, ça peut poser ce problème. Il n'y a pas de... On pourrait se dire qu'il y a une espèce de route qui rentre en jeu là ici, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à me mettre également les idées que vous avez pour ces futures vidéos en commentaire. Et puis moi je vous retrouve très rapidement du coup pour la suite de ces différentes séries. Salut tout le monde, bonne journée.